Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. Et c'est le premier podcast enregistré avec le nouveau micro. Donc c'est extraordinaire. J'espère que l'expérience va vous plaire parce que moi j'ai vraiment hâte d'écouter le résultat. Et en plus, je suis avec Anthony aujourd'hui qui va nous présenter Loving Memory, une solution pour laisser une trace derrière soi. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Et N'arrête n'arrête jamais jamais de de prendre prendre soin de soin de toi. toi. Salut Anthony, comment tu vas? Salut Zoé, très très bien. Et toi? Eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir. Je Très suis très gentil. contente que tu sois là et qu'on se soit découvert et rencontré en plus grâce à la campagne un petit peu hein, de Cœur de Lumière. Donc pour ceux qui me découvrent avec cet épisode, il y a quelques mois, j'ai organisé du coup une campagne de financement participatif pour améliorer l'expérience du podcast. Et donc ça a été un franc succès. Et du coup, grâce à ça, ben, j'ai rencontré en fait quasiment toutes les personnes de la saison 3 de Cœur de Lumière. Voilà, donc bienvenue Anthony. Bah, écoute, félicitations pour ton nouveau micro et bravo pour ta campagne. Merci. Alors, on va évidemment commencer par te présenter toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà qui tu es toi en tant qu'Anthony? Et puis, bah, pourquoi est-ce que tu débarques sur Cœur de Lumière? Eh ben écoute, Zoé, je m'appelle Anthony, hein, comme tu l'as très bien dit, je viens de Belgique. Euh, En fait, j'ai créé Loving Memory maintenant il y a quelques mois. Mon parcours est assez varié, mais je pense qu'un élément important dans mon parcours, c'est que j'ai travaillé dans les soins infirmiers, donc dans les hôpitaux. Et j'ai eu l'occasion alors bien sûr, de côtoyer pas mal de monde et pas mal de situations un peu plus difficiles. Euh, et donc, au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure des rencontres, comme tout le monde, j'ai eu des phases difficiles, notamment des deuils, des personnes qui sont disparus, qui étaient proches, moins proches. À 37 ans, j'imagine comme tout le monde, personne n'est épargné. Euh, et en fait, ici récemment, j'ai encore perdu quelqu'un avec ce crabe, hein, ce cancer, qui m'a ouvert les yeux sur une situation aujourd'hui, en 2024, où on est dans le monde peut-être le plus numérisé, enfin, pas peut-être, le monde le plus numérisé que l'humain n'ait jamais connu. Et cette finalité du peu d'images que l'on laisse derrière soi en partant. Et notamment pour mon oncle, lorsqu'il est décédé, j'ai dû vider sa maison. Je sais que tu en parles notamment dans plusieurs de tes podcasts. Et, le fait de se retrouver avec ses vidéos, ses souvenirs, et ne pas les comprendre. C'était quelque chose qui m'a vraiment travaillé, me dire, tiens, c'est bizarre, il m'a jamais expliqué, ou retrouver des images de moi petit qu'il m'a jamais montré. Et prendre le temps alors de les numériser, le temps de... en fait, ces souvenirs ont chaque fois un trésor hein, de notre existence. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, on en a tellement aujourd'hui qu'on oublie peut-être de mettre un fil conducteur dans toutes ces idées. Et c'est de là qu'est né Loving Memory. C'est de mettre un fil conducteur dans tous ces souvenirs, de raconter un peu notre histoire et de pouvoir la laisser, en fait, comme un témoignage. Aujourd'hui, le principe d'une biographie, on peut la rendre visuelle, on peut la numériser, et au final, c'est raconter son histoire au travers des souvenirs, au travers de tout ce qu'on a eu dans la banque d'images de notre vie, de pouvoir réaliser le film qu'on va pouvoir laisser à nos descendants. Et ça, c'est l'histoire et la création, en fait, de Loving Memory. Ok, alors effectivement, du coup, moi, je comprends beaucoup mieux d'un coup avec ton parcours, avec ce que tu partages aujourd'hui, le concept, surtout le pourquoi, en fait, de Loving Memory, parce que j'ai regardé un petit peu pour préparer cet épisode. Et forcément, ça m'a amené plein de questions, plein d'interrogations et plein d'émotions même en plus, parce que je me suis dit à un moment donné, mais comment moi je me sentirais en tant que future défunte, hein, c'est bizarre de dire comme ça, mais à un moment donné, ça arrivera forcément. Mais est-ce que je le ferais, tu vois, spontanément pour moi? Et puis, je me suis mise dans la peau d'un endeuillé et je me suis imaginé, tu vois, les personnes que j'ai déjà perdues, ben, comment est-ce que j'aurais réagi s'ils avaient laissé un souvenir comme ça. Du coup, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que propose Loving Memory pour que les auditeurs comprennent et que du coup on puisse enchaîner sur ces questions-là? Alors, Loving Memories, ce qu'on propose, donc c'est
vidéo qu'on va réaliser ensemble en utilisant les souvenirs existants. On va essayer de fonctionner un peu sous un mode interview également. C'est-à-dire que là, cette personne va pouvoir raconter ses propres souvenirs et il essaie alors les messages qu'elle souhaite aux personnes après son départ, à ses proches, qui vont pouvoir alors visualiser cette vidéo. Alors le principe est simple. En Belgique, lorsqu'on décède, le notaire va donc réaliser l'acte notarié, le décès, et en fait, il va consulter une plateforme numérique qui est récente. Et dans cette plateforme numérique, il est possible de pouvoir y laisser un lien avec une vidéo protégée. Et donc la famille n'est pas au courant, et ça va être automatiquement checké par le notaire le jour du décès. Et donc ça permet vraiment d'être sûr que bah, la vidéo va arriver au bon endroit. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans ces messages? Ben, c'est là aussi, on laisse un peu tout un chacun sa propre histoire, sa propre envie. En fait, chaque personne est différente. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'on va éveiller parfois l'envie de résoudre des situations conflictuelles, par exemple. Des messages qu'on n'a jamais osé dire en face à face, et ben, on peut peut-être le faire en dernier moment. C'est souvent des demandes que j'ai. Ou à l'inverse, simplement raconter son histoire, laisser un peu, ben, tiens, pourquoi aujourd'hui ma famille a toujours eu, j'ai un exemple récemment, des pâtisseries. Donc ils étaient pâtissiers de père en fils et l'idée, bah, c'est un peu aussi de laisser, bah, tiens, le pourquoi et le comment on est arrivé là. Et en fait, au travers de ces messages, ce dont je suis convaincu, c'est l'importance et l'impact que ça peut laisser. Ce message, au dernier moment, lorsqu'on ne s'y attend pas, en pleine phase de deuil, peut, pour moi, amener quelque chose de salvateur, des réponses à des questions qu'on s'est toujours posées. Et puis aussi, c'est quand même un cadeau pour moi. À partir du moment où on prend du temps bah, euh, pour ses proches, le jour de son départ, avoir pris un temps, avoir préparé son grand départ et laisser une telle surprise qui peut avoir pour moi un impact énorme, qui peut peut-être même changer l'orientation d'une vie, parce que ce message peut, venant d'un proche disparu, peut vraiment pour moi bouleverser euh, certaines convictions et certaines idées préconçues que l'on peut avoir de son proche. Mmh. Voilà un petit peu l'idée qu'on peut mettre derrière. Donc ça peut être aussi simplement des images. Les gens ont aussi demandé de faire simplement un montage vidéo avec des souvenirs qui succédaient, sans pour autant avoir du son, de l'image derrière, juste une musique euh, tout du long, pour juste laisser 3 4 minutes de bonheur, d'instants qui ont été tellement importants dans notre vie, qui nous ont construits en tant qu'humains, qu'on souhaite les transmettre à ses descendants. Mmh. Ça, c'est tu vois, rien que je pense, hein, je pense que les auditeurs le ressentent aussi. Imaginer un cadeau pareil, recevoir un cadeau pareil. À la fois, il y a pour moi en tout cas, hein, il y a un peu les étoiles qui brillent en mode oui, je veux savoir les petits secrets, tout ça, comme tu le dis, hein, un peu les réponses aux questions qu'on peut se poser sur la vie de notre proche, etc. Ça doit être absolument extraordinaire. Et puis, je pense surtout aussi aux personnes qui sont dans la psychogénéalogie et qui sont aussi plus largement dans la généalogie tout court. D'avoir un document comme ça aussi précieux, ben c'est exceptionnel. Enfin, c'est trop bien. Et puis, en même temps, je me dis que ça doit quand même ça peut, ça peut chambouler profondément surtout quand on n'est pas au courant que la personne a fait ça, voilà, d'être dans la phase en plus on vient d'apprendre son décès, etc. Il faut embrayer sur la succession, etc. Et donc, du coup, on a ce fameux rendez-vous chez le notaire. Et débarquer chez le notaire et voir son défunt en vidéo, voilà, comme on est nous, en fait, finalement, ça doit être assez perturbant quand même. Enfin, je sais pas comment toi, est-ce que tu as des retours par rapport à ça, comment ça se passe et tout ça, mais voilà, je me suis posé la question quand même. Alors, j'ai essayé, donc bien entendu, avant de lancer l'idée, j'ai d'abord un peu testé la méthode. Donc, comment est-ce que j'ai les testé, notamment avec mon défunt oncle, donc qui avait un cancer en phase terminale. Et donc, les dernières journées où il était à l'hôpital, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas lui réaliser une petite vidéo? Donc en fait, moi, je disposais également de souvenirs qu'on avait ensemble, et l'idée était un peu de lui remontrer l'impact que ça a pu avoir, ces vidéos, sur lui euh, lorsqu'il était alors à l'hôpital. Donc bien sûr, pour lui, ça a été quelque chose, je sentais vraiment que ça l'a chopé dans ses émotions, donc il a craqué, c'était pas quelqu'un qui pleurait facilement. Euh, et puis, juste après avoir craqué, j'ai vu le sourire. En fait, ce sourire, je suis convaincu d'une chose. Lorsque
Dans la vie, on affronte une situation difficile. Euh, on passe par différentes étapes qui sont parfois similaires les uns aux autres, hein. On parle Elisabeth Kubler-Ross, par exemple, avec les différentes étapes de l'acceptation du deuil et autres. On voit qu'on passe tous par les mêmes sentiments. Et je pense que cette vidéo euh, va avoir un impact différent à chaque étape de ce deuil. Donc, bien sûr, au début, il va y avoir ce côté bouleversant, et j'en ai conscience. Je pense que ça peut être même très difficile de la regarder jusqu'au bout. Et puis au fur et à mesure où on va évoluer dans l'acceptation de ce qui nous arrive, l'acceptation de situation qui est horrible, cette vidéo va prendre une position différente. Et ça, j'en suis convaincu. Simplement, on peut faire l'analogie aussi avec un objet lorsqu'une personne est décédée et qu'on va récupérer cet objet, qu'on va se le convoiter. La manière dont on va interagir avec cet objet va également évoluer avec le temps. Je prends l'exemple, moi, d'un mes grands-pères qui m'a laissé une montre. Dans un premier temps, cette montre, je l'ai énormément portée, choyée, pleuré, je lui ai parlé. Et puis, au fur et à mesure, elle fait partie d'un objet rituel, une certaine confiance, quelque chose qui nous entoure, elle a un aura. Et en fait, cette interaction avec cette montre évolue. Je suis convaincu qu'avec cette vidéo, ce sera la même chose. Je pense qu'il y aura ce côté bouleversant et puis quelque chose de très énergisant, quelque chose de très réconfortant. Comme si cette aura, cette personne, nous accompagne toujours au travers de ce message qu'elle nous a laissé, qui est encourageant et qui peut nous amener dans des énergies, pour moi, incommensurables lorsqu'on est au plus bas, entendre quelqu'un qui nous encourage, qui est disparu aujourd'hui et qui avait confiance en nous. On n'a pas le droit de se débiner en quelque sorte. Là, il Mm. faut, on doit je crois que pour moi, ça peut avoir un impact énorme. Alors non, je n'ai pas encore la réponse, quel sera l'impact initial, mais par contre, je suis convaincu de cette hypothèse qui se reflète en tout cas avec beaucoup de choses vis-à-vis du deuil. Ah oui, oui, bien sûr. Je pense, enfin, alors, je suis convaincue aussi du projet pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est aussi parce qu'il y a pour moi un accompagnement à la fin de vie qui est assez exceptionnel. Donc, tu l'as expliqué avec ton oncle, que finalement, tu as accompagné vers la fin grâce à ce partage. Donc, je pense que ça a énormément aussi contribué, toi, eh ben, à laisser partir ton oncle parce que du coup, tu as eu la sensation de vraiment être là pour lui jusqu'au bout. En tout cas, voilà, je l'interprète un peu comme ça. Mais aussi, ce que tu lui as offert, c'est une possibilité de raconter, c'est une possibilité, une ouverture, en fait, un espace où tu lui as dit, OK, t'as le droit, là, si t'as un truc à dire, c'est maintenant et fais-le, quoi. Tu peux, t'as le droit. Et ça, c'est un magnifique cadeau que tu as pu faire à ton oncle par rapport à ça, par rapport à sa fin de vie, pour, ben, justement, tu vois, tu le dis, oui, t'as l'émotion, bien sûr. Ça fait peur, en plus, bah, de prendre le micro, de prendre la caméra et de dire, bon, ben, en fait, je suis là, j'ai des choses à dire. Et je l'ai dit, j'ose, c'est très très dur, c'est très, très impactant pour quelqu'un. Je le sais, hein, je suis là. Mais offrir cet espace-là à quelqu'un, c'est aussi très fort, c'est aussi effectivement un très beau cadeau. Et effectivement, je pense qu'après, pour le deuil, il y a tellement d'étapes après, de ce qu'on peut vivre, de comment est-ce qu'on va les vivre, etc. T'en parlais, donc bon, Elisabeth Kubler-Ross, j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts. On a plein de choses à dire sur Elisabeth Kubler-Ross, notamment par rapport au deuil. Petit rappel pour ceux qui me découvrent dans ce podcast, Elisabeth Kubler-Ross n'a pas tout à fait théorisé les étapes du deuil, mais plutôt les étapes du mourir. Voilà. Ce qui laisse beaucoup de flou encore du coup sur cette étape de deuil et de l'après. Mais c'est vrai que quand on vit en tout cas un deuil, il y a forcément un moment donné où, ben, tu l'as très bien expliqué, Anthony, il y a un moment donné où on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Que ce soit un objet, que ce soit une voix, que ce soit un symbole, que ce soit quelque chose qui en fait nous relie en fait à ce qu'on a perdu et ce qui va nous permettre de transformer notre lien d'attachement en fait avec la personne. Et cette vidéo, elle peut y contribuer carrément parce que ce dont on a peur souvent, les auditeurs et même toi, Anthony, hein, vous me direz, ce dont on a peur, c'est d'oublier la voix, d'oublier le visage, d'oublier l'odeur, d'oublier bah, voilà, comment elle se sentait, comment elle se tenait, son histoire, etc. Et le fait d'avoir cette vidéo-là, et ben, en fait, c'est comme une preuve dans laquelle on peut se replonger en plus pour réentendre sa voix, pour voir son visage, pour la voir bouger, parce que souvent, ben, moi, je sais que là, pour le coup, ma maman, je ne l'ai pas prise en vidéo, donc je n'ai que des photos. Et c'est étrange, mais du coup, je la vois pas bouger. Tout à Donc, fait. dans mes souvenirs, elle est très figée.
Alors que là, du coup, avoir quelque chose comme ça, alors évidemment, je pense que c'est ce que vous proposez aussi avec Living Memory, c'est je pense que vous ne tournez pas dans les hôpitaux quand la personne est malade, etc., parce que Pas ça du tout. peut replonger aussi dans les mauvais souvenirs, je pense, si c'est le cas. On évite ce genre de situation, bien sûr. Non, Mm. non, on essaye d'établir justement un endroit, le plateau de tournage, s'il y a un tournage, et si la personne décide justement de vraiment être filmée. En fait, on amène, car je suis assis sur un fauteuil, Mm. ce fauteuil vient avec nous, et on essaie d'aller, on a établi, si tu veux, une remorque qu'on a transformée en studio d'enregistrement mobile. Et donc, on met un peu les gens dans un environnement un peu feutré, on a fait en sorte que ce soit très agréable avec ce fauteuil pour pouvoir alors réaliser des interviews dans un endroit plus feutré, isolé, et avoir justement un son agréable, avoir une très belle image aussi, hein, ce qui est important lorsqu'on réalise ce type de vidéo. Mm. Donc on évite justement des endroits un peu tristes. Et puis tu sais, les personnes qui sont généralement en fin de vie, dans les soins palliatifs, ça leur fait également énormément de bien de pouvoir sortir un peu de cet environnement et d'avoir un projet dans lequel, voilà, ici je m'occupe justement d'une personne pour l'instant. euh, on sent vraiment ça ramène quelque chose en plus. Donc lorsqu'on en accepte la situation finale et qu'on commence à être plus serein, et c'est le cas ici, euh, donc la personne dont je m'occupe, on peut se concentrer justement sur ce type de message. OK, l'après-moi, qu'est-ce que je peux faire? Et en effet, ça lui fait un bien fou de pouvoir sortir. On va se balader, on parle dans les bois, par exemple. Et on arrive vraiment à communiquer d'une manière où l'espace d'un instant, ben, le fait d'avoir un cancer en phase terminale sort Mm. du cadre de la discussion. On Mm. parle de ce qui s'est passé avant, on parle du bien, du souvenir, mais pas pour autant de l'après, étrangement. Euh, et je vois vraiment que ça amène une sérénité qui pour moi voilà, est primordial pour la suite. Donc, en Mm. effet, on pourrait aider, mais voilà, c'est très délicat. On va pas aller dans les hôpitaux, demander. Voilà, si vous souhaitez. C'est en effet les réseaux sociaux qui peuvent nous aider, et en effet, le bouche-oreille, et c'est une position qui est très délicate. Quand on parle du deuil aujourd'hui, c'est pas pour rencontrer un franc succès, hein, on s'en doute bien. Euh, je crois que tu le sais aussi bien que moi, c'est quand même un sujet qui est délicat, qu'on essaie quand même de mettre sur le côté. Donc l'idée, ce serait en effet du bouche-oreille, que ça puisse petit à petit, les gens comprennent cette idée qui est de laisser un témoignage vidéo et surtout de le faire à des moments tellement délicats, tellement horribles dans une vie qui pourtant sont pleins de sens et amènent alors à une réalité pour les proches. Cette vidéo peut vraiment changer les choses. Voilà. Mm. Ah oui, oui, complètement. Complètement, mais c'est vrai que... Alors, je pense, tu vas me dire ce que toi, comment tu vis des choses, parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec notamment un médecin belge qui pratique l'aide à mourir depuis longtemps. Je crois même depuis le début, pour te dire. Il disait que, enfin, en tout cas, par rapport à son expérience à lui, j'ai vraiment la sensation que on a vraiment un rapport à la mort qui est complètement différent de la Belgique à la France. Enfin, vraiment, je trouve que c'est mais vraiment et c'est encore compliqué, c'est encore difficile de se dire bon bah ok, on va parler du deuil, on va préparer sa mort, on va ok, où est-ce qu'on en est dans nos deuils, machin, etc. C'est encore un tabou, on va pas se mentir, mais j'ai vraiment la sensation que entre la Belgique et la France, il y a une sorte de fossé par rapport à ça parce que vous avez une pratique qui est complètement différente et un accompagnement à la fin de vie qui est complètement différent. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur ben, le Living Memory et sur ce que tu proposes ou pas forcément? Bien sûr. Bien sûr, tu sais, dans des services de soins palliatifs en Belgique, j'ai eu l'occasion plusieurs fois malheureusement d'y être et pour accompagner des proches. Ce sont quand même des services à la pointe, en tout cas au niveau la psychologie qui est mise derrière, la manière dont on va s'occuper des familles, de l'entourage, et également de la personne qui est en fin de vie. On va retrouver quand même des infrastructures qui sont parfois à la pointe de la technologie. Tout est fait avec des appartements. J'ai vu vraiment des mini-appartements pour que les gens restent autonomes, se sentent chez eux, puissent ramener un maximum de leurs affaires personnelles, avec des horaires de visite super souples, des cuisines communes où les gens ont l'occasion de cuisiner ensemble, discuter, échanger, avec des espaces de sortie qui sont quand même extérieurs, qui sont splendides, avec des parcours vita, hein, étonnamment, mais qui restent là aussi pour amener un sentiment de positivisme et de continuer à prendre soin de soi, même si c'est la fin.
Euh, En effet, je pense qu'on est quand même on a beaucoup de chance en Belgique à ce niveau-là, au niveau des soins de santé et dans l'accompagnement de fin de vie. Euh, on n'est pas encore à la pointe par rapport à d'autres, mais on est bien avancé. Étrangement, on accompagne très très bien. Ce qui est très mauvais en Belgique, c'est l'après. L'incinération, voilà, on est vraiment après. Très Ah ouais, mauvais là, ok. étrangement. Euh, Par exemple, on a énormément de... On ne peut pas faire de son corps de l'humusation, par exemple, d'individus, hein, est interdite en Belgique. Il y a beaucoup de choses qui sont encore très tabous. L'après, mais l'avant, par contre, je pense qu'on est vraiment à la pointe. Mm, mm. Non. Ouais, ouais, ouais. Bah après, de toute façon, on peut pas être nickel partout du premier coup, hein. Je pense que ça prend énormément de temps. Et puis, alors par rapport à l'humiliation, c'est vrai que c'est un long débat. Je pense qu'on pourrait faire une série de podcasts dédiés à l'humiliation, à la terramation, etc. Parce qu'en plus, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire, dans la terre, pas dans la terre, dans des cuves, dans des œufs, dans des machins, des trucs. Bon, Exact. c'est tout un truc assez impressionnant en termes de science, en termes de morale aussi, hein, parce que la question, elle se pose aussi. Et c'est vrai que on a énormément de progrès à faire à tous les niveaux, je pense, tu vois, même je pense que l'accompagnement avant, il est, tu vois, par rapport à ce que tu proposes, ben, pour moi, c'est aussi une avancée parce que ça me fait penser d'ailleurs aux écrivains publics qui proposaient, alors il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais il y en a qui proposent aux personnes qui vont mourir, des personnes qui sont en fin de vie, en phase terminale, ou qui savent que ben, de toute façon c'est la fin, et qui sont encore en capacité de parler, de communiquer, parce que c'est aussi, malheureusement, ça arrive souvent que ben, à la fin on puisse plus le faire, qui proposent du coup à ces personnes-là en fait d'écrire leur livre. Voilà. Et ça, je trouve ça génial et je trouve que c'est très Exactement. similaire en fait avec ce que tu fais parce qu'il y a vraiment cette notion de en fait, je vais laisser une trace, je vais raconter mon histoire, je vais tout déballer, je vais vider mon sac avant de partir. Exactement. Et c'est trop chouette. Je trouve que c'est génial parce que vraiment, il y a ce côté je lâche du lest avant de partir. Et puis en plus, je laisse un maximum de réponses ou d'éléments en fait pour les suivants pour que bah, à la fois quelque part ils m'oublient pas, mais que eux ils sachent aussi d'où ils viennent quoi. C'est vraiment vraiment préparer en fait ces transformations du lien pour l'après quoi. Et je trouve ça trop bien. Vraiment, je suis en mode, ouh. Je suis content que ça te plaise. Mais bon, là, c'est vraiment un concept très particulier, hein, et j'en ai vraiment conscience. Mm. Euh, et en fait, ça part toujours de réflexion de se dire, ben, tiens, c'est marrant, lorsqu'on se parie, hein, un des plus beaux jours de notre vie, on va faire venir un photographe, on va faire venir un vidéaste, même chose pour des naissances, même chose. On va vraiment tourner autour de ce côté très positif. Et au final, bah, ce dernier jour, je crois que c'est Mark Twain qui disait qu'on avait 3 jours les plus importants de notre vie, hein, le jour où on est né, le jour où on sait pourquoi et le jour où on va décéder. Ouais. Bah, c'est vrai que ce dernier jour, au final, on va pas spécialement l'immortaliser en quelque sorte, mais si, le laisser justement, qui est pour moi peut-être le moment le plus final, c'est le point final, la Mm. conclusion, et qui est parfois des moments les plus, le plus fatidique d'un livre. Et je trouve que c'est vrai que c'est un moment, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas et on sous-estime l'impact de ce type de message. Euh, et pourtant, ici, la solution de beaucoup de problèmes aujourd'hui viendrait un peu de notre passé, et c'est souvent le cas. Oui. Pourquoi pas aujourd'hui, bah, au travers des générations, avertir, lancer un message. On peut faire tellement de choses au travers de ce type de vidéo. Et c'est pour ça que chaque personne, je pense qu'en chacun de nous, ce que j'ai pu observer depuis que je parle de Loving Memory, ça suscite en chacun de nous euh, des possibilités différentes. Donc c'est assez infini. Je sens que quand j'en parle, bah, et justement, il y a vraiment cette notion de pouvoir régler les conflits, par exemple. C'est quelque chose qui m'est venu de quelqu'un, je n'avais jamais pensé à ça. Elle m'a dit, ah bah voilà, j'aimerais laisser à mon départ apaiser les tensions familiales avec un discours qui mettrait tout à plat. Je n'avais jamais pensé à ça. Euh, Ouais, c'est vrai, mais alors, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, mais parce c'est que j'y marrant. étais confrontée, tu vois, donc mais je me suis dit aussi pour ça, c'est un peu touchy tu vois, en tant qu'endeuillé, tu vois, quelqu'un qui a cette démarche-là, évidemment, hein, il voit, enfin, je veux dire, trop bien, mais j'aurais vachement peur, tu vois, d'y être confrontée, de me dire, waouh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et naïvement, moi, quand j'ai eu l'idée, je pensais plus aussi à un message d'amour. Ouais, bah bien sûr. C'est un peu, voilà, et je pensais vraiment me dire, bah, je pense à toi, le dernier moment, je t'aime, je serai toujours là. Le truc, voilà, en tout cas, que tu as envie d'entendre. Et c'est vrai que la résolution de conflits familiaux, c'est encore une dimension supplémentaire qui est venue d'autres personnes. Hmm. Euh,
J'ai également une personne qui m'a parlé vraiment de généalogie. Bah tiens, moi, ça me plairait de retracer l'intégralité de mon arbre généalogique et de l'expliquer en vidéo et que ce fasse partie de mon testament, en quelque sorte. Ouais, non, mais ça, c'est extraordinaire. Puis je trouve qu'en plus, tu soulèves une question qui est pour moi hyper intéressante. C'est cette question-là de sa fin de vie, de sa fin de vie et de sa propre mort. Tu te disais, ben, en fait, on ne le marque pas, cet événement-là. Et c'est vrai, parce que on le voit hein, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, machin, en fait, on parque tous les vieux et tous les malades, on les planque, voilà, on met un petit tapis dessus, et on n'y pense pas. Ouais, ouais, tout à Et c'est un vrai, enfin, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, du coup, à la fin, on marque pas ce moment-là alors qu'il fait pleinement partie de la vie. Il est très important pour la personne qui s'en va, mais aussi pour tous ses proches, évidemment. Mais il y a aussi une notion de, en tout cas, c'est vraiment, quand on parle, c'est ça qui me vient à l'esprit, c'est le mot contrôle. On a l'impression que parce qu'on va mourir, parce qu'on est malade, parce qu'on est vieux, on perd complètement le contrôle de notre vie, on perd complètement le contrôle de nos liens sociaux, etc., etc. Alors que grâce à des initiatives comme Loving Memory ou comme même ce que je fais, hein, parce qu'on peut anticiper aussi les souvenirs matériels qu'on va laisser, et ben en fait on reprend un peu ce contrôle-là, même s'il y a plein de choses évidemment qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est comme un mariage, hein. On va faire une liste et on va faire un planning et on va faire plein de choses, mais bah, s'il pleut, il y a des choses qui pourront pas se faire. S'il pleut pas, il y a des choses qui pourront pas se faire, etc., etc. Enfin voilà, un pneu qui crève, bah, on ne peut pas se servir dans la limousine. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler et c'est pareil, je pense, pour la fin de vie. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler, dont ce qu'on va laisser, comment est-ce qu'on a envie de procéder, est-ce que, enfin voilà, en fait, nos besoins, nos envies par rapport à ça. Et je pense que ce qu'on propose, c'est aussi un espace en fait pour l'exprimer. Déjà pour mettre la petite graine de dire en fait vous avez le droit d'y réfléchir. Ça va pas faire arriver la mort plus vite d'y réfléchir ou d'en parler. fait. Ouais, exact, tout à fait. Et puis en plus, vous avez le droit et vous avez le droit de vous exprimer par rapport à ça. Et plus vous le ferez, plus bah, vous serez apaisé, mais aussi vos proches, quoi. Exactement. Voilà. Exact. Mais c'est une bonne réflexion. Et tu sais, pour aller un peu plus loin dans ce que l'on dit là maintenant, quelque chose qui m'a semblé toujours un peu paradoxal, dans le principe où quand on parle de la mort, les gens vont souvent parler d'héritage et d'héritage matériel. Donc la première chose auquel on pense, bah, c'est l'argent, la maison, où va aller ce matos, cet argent, qu'est-ce que ça va payer les frais, et ce qui est tout à fait normal, hein, et on ne doit pas du tout l'ignorer, je pense que ça en fait partie. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est à quel point on peut préparer cet héritage matériel, mais à l'inverse, c'est immatériel dans beaucoup de cas. Il faut savoir qu'en Belgique, le testament, hein, rédigé, donc il faut pouvoir le rédiger avec un notaire. C'est une obligation pour qu'il soit reconnu, soit de sa propre main ou avec un notaire. C'est pour ça que nous ne faisons pas de testament, hein, c'est pas du tout l'idée. Euh, Dans ces cas-là, on va prendre le temps, et on a environ une personne sur 10 qui a préparé son testament en Belgique via son notaire ou via une plateforme, une fois de plus, en ligne. Euh, Par contre, à l'inverse, quand on parle de ce type d'héritage immatériel, on ne prend pas du tout le temps de le préparer. Alors que lui n'est pas taxé par l'État, lui est purement émotionnel, lui aura peut-être beaucoup plus d'impact que 500 000 balles sur un compte en banque. C'est génial d'avoir 500 000 euros, on est d'accord, on va être heureux, on va les flamber, mais je pense qu'on le sait tous depuis très très longtemps, hein, c'est pas pour autant que tu vas être très heureux le lendemain et que la personne ne va pas te manquer davantage. Ça reste du blé. Et du blé, ça s'en va. Ça vient, ça pleure. C'est pas du tout quelque chose qui va pouvoir rester et qui va fondamentalement rentrer dans nos tripes. Au point de pouvoir bouleverser notre quotidien dans notre manière d'agir, pas spécialement le fric, partir en vacances, c'est bien sûr des avantages, mais je parle vraiment ici de ce message qui peut être laissé, qui est préparé et qui va avoir un impact gigantesque au niveau émotionnel, 1000 fois plus peut-être que 500 000 balles sur un compte. Et ça, c'est marrant parce que quand j'en parle souvent, je me rends compte que les gens ne sont pas spécialement d'accord avec moi parce que l'argent a une importance dans notre société aujourd'hui, je ne crache pas dessus. Hein, comme tout le monde, je dois vivre, je fais en sorte de bosser, et j'ai de la chance d'avoir tout ce que j'ai. Mais mais quelle importance on donne quand même dans ce matos et à quel point on peut oublier euh, ce qu'une parole, quelque chose de réconfortant, une photo, une vidéo, un événement marquant, on le souligne. Ça peut, pour moi, être 1000 fois plus impactant que 1000 balles dépensant. Mais voilà, c'est un débat une fois de plus que j'aime souvent lancer, mais
Bah, complètement. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, mais je trouve quand même ça soulève cette réflexion par rapport au rapport à la mort et au rapport aux choses, ou à la vie même. Ouais, c'est ça. Ça soulève notre rapport à la mort et ça soulève notre rapport à la vie parce que j'ai très 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 souvent entendu, et je l'ai vécu hélas, le fait que quand on est endeuillé, on confond souvent l'argent du défunt avec son amour. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est souvent, effectivement, bah, on est là, oui, non, mais il faut pas dépenser pour les obsèques parce que on n'aura rien derrière, etc. Oui, mais du coup, machin, il a pris telle statuette, tel tableau, telle photo, machin, alors que je le voulais, etc., etc. Et en fait, ça crée des conflits. Voilà. Alors que si ça avait été réfléchi un peu en amont, si on en avait parlé, si il y avait eu des choses de fait, alors le Living Memory bien sûr, mais juste tout simplement préparer ses obsèques, je le dis, je le répète tout le temps, mais renseignez-vous, il y a vraiment plein de solutions pour ça. Et ça peut soulager, ça peut éviter énormément de conflits. Et je trouve que finalement, c'est un peu. Alors, c'est peut-être prétentieux, hein, j'en sais rien. Mais c'est un peu ce qu'on propose. Parce que on jette un peu la balle à tout le monde en disant, mais en fait, posez-vous juste la question. Posez-vous juste la question maintenant, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Comment est-ce que vous voulez que votre famille vive votre décès? Et qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse se réaliser? C'est excellent comme question, Zoé. Et c'est vrai que tu poses des questions, hein, tu vois quand même que les réponses sont principalement basées sur les thunes, hein. Ah bah, La- c'est sûr. C'est sûr. Et alors, j'arrive pas à retrouver la référence de ce que j'avais lu, mais c'était une étude qu'ils avaient fait que j'avais trouvé ça très, très par... Ah, si, je crois que c'est Happy and Life. L'association Happy and Life qui avait fait, alors évidemment, c'est sur un panel minime, et c'était sous forme d'apéro de la mort. Ils avaient posé un certain nombre de questions aux gens par rapport à cette préparation de la mort. Ils leur avaient dit, mais comment est-ce que vous avez envie que votre famille vive votre décès, etc., etc. Et la majeure partie des gens répondaient, bah, j'ai pas envie qu'ils pleurent, j'ai pas envie qu'ils soient tristes, j'ai envie de les mettre bien, que ça se passe bien, donc je vais pouvoir préparer, machin, etc. Ok. Et vous, comment est-ce que vous allez vivre le décès de vos proches? Ah bah je vais pleurer, je vais machin, etc. Et la question du besoin aussi, la question du besoin, à votre avis, votre famille, à votre décès, de quoi elle va avoir besoin pour bien vivre son deuil? Et ben on pense que bah justement, il va y avoir les obsèques, une fois que c'est réglé, ça va, et puis après on passe à autre chose. Et quand on s'imagine nous perdre un proche, eh ben on va avoir besoin de photos, on va avoir besoin de vidéos, on va avoir besoin de messages audio, on va avoir besoin des vêtements, des odeurs, on va beaucoup pleurer, on va aller marcher là où la personne marchait, etc., etc. Enfin, on a complètement un rapport différent, mais c'est normal aussi, hein. Il y a quelque chose aussi de l'ego, très certainement, et on veut pas faire souffrir, donc on imagine qu'on fera pas souffrir, mais la réalité, c'est pas ça en fait. C'est pas Oui, ça, forcément qu'un départ, quel qu'il soit, et en plus parce qu'on parle principalement de la mort, mais une rupture amicale, amoureuse, peu importe, c'est aussi un deuil. Ben, en fait, ça en fait partie. Et ça fait souffrir, ça fait mal, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut s'offrir aux autres et à soi-même pour faciliter et mieux vivre ces moments de vie, quoi. exactement. Exactement. Et je crois que tous ces objets, aussi bien ce que tu fais qu'une vidéo, sont pour moi dans cette tempête qu'on traverse, c'est vraiment sont des ancres. On est accroché à ces objets. Ça nous permet justement de le traverser avec un aplomb beaucoup plus conséquent parce qu'on se sent entouré, accompagné, même après. Et je crois que ce sont des délicates attentions qui ont un impact énorme. Et Mm, pour revenir un peu à ta question du début, en effet, c'est d'être bouleversant de voir ces vidéos-là, mais quel cadeau! Je crois que c'est un des premiers trucs, la surprise que ça peut amener. Amener une surprise même après son départ, pour moi, doit être. J'adorerais en tout cas recevoir une vidéo de mes proches après son décès. mm, mm, Et, et alors, pour revenir un peu sur ce que tu disais, dans ce côté d'héritage où les gens ont un peu du mal avec, tiens, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe après, on ne veut pas trop y réfléchir. Souvent, une question que je me suis déjà posée, me dire, mais, tiens, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Alors, très bien, hein, une maison, j'espère que ma fille en profitera, attends, mais qu'est-ce que je vais réellement laisser qui va, au bout de 2 générations, peut-être encore être présent et laisser.
et faire parler encore de moi en tant qu'Anthony. Alors, est-ce que c'est de l'ego? Je ne sais pas, mais ça me plairait bien que mon arrière-petit-fils ou petite-fille ou que sais-je tombe sur quelque chose qui m'appartient, qui soit lié à une vidéo et dans laquelle je raconte qui je suis. Et ça sur plusieurs générations. Et sur l'identité que peut amener l'héritage aussi, sur les générations futures. Et comprendre qui nous sommes au travers de ces vidéos. Et en fait, tu vois, tout ça, le deuil, au final, dans tout ce que tu dis, tout ce qu'on sait depuis le début, il y a vraiment un lien énorme entre tous ces différents panels de ce qu'on peut proposer pour aider les gens aujourd'hui à se sentir mieux, en tout cas dans la phase de deuil, à aller mieux, et à quel point c'est complètement négligé. On l'oublie. C'est ça, c'est ça. Imaginez ceux qui nous écoutent, imaginez votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère qui a peut-être connu la guerre. Vous la racontez. Racontez comment est-ce il ou elle d'ailleurs, a vécu ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis les secrets. Moi, je sais que là, par exemple, ça me fait vraiment écho ce que tu dis parce que j'ai des traces de mon arrière-grand-père qui a été résistant, qui a été emprisonné, qui s'est enfui. Enfin bref, il y a plein de légendes familiales en fait qui m'ont été transmises avec des traces, mais qui sont très mystérieuses. Des lettres qu'on a envoyées, qu'on a écrites à son propos, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de petits éléments comme ça, mais qui m'empêchent complètement de me connecter à cette histoire-là qui fait partie de moi parce que bah, en fait, j'ai pas de photo de lui. Je sais pas à quoi il ressemble. Je l'ai jamais connu ou alors bah, j'avais 6 mois. Enfin voilà, et il y a plein c'est pas, enfin voilà, la légende familiale c'est une chose, mais entendre quelqu'un raconter son histoire, c'est quand même complètement différent d'avoir son regard, son expérience. C'est quand même extraordinaire. Et effectivement, le fait de pouvoir transmettre cette histoire-là, ça a aussi énormément de valeur, ben, rien que historiquement, en fait. Au-delà du côté deuil, du côté émotionnel, parce que ben, c'est notre papa, notre maman qui vient de décéder, ou notre oncle, ou peu importe, un proche, et on est émotionné, bien sûr, mais on va aussi pouvoir transmettre ce cadeau-là à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., qui vont pouvoir en prendre la mesure et connaître l'histoire de leur famille, savoir d'où ils viennent, et puis potentiellement, en plus, avoir des informations euh, profondément précieuses sur le monde, sur ce qui s'est passé, et quel historique, quel historien plutôt, ne rêverait pas d'avoir une vidéo. Voilà, enfin, je veux dire, juste Cléopâtre. Cléopâtre, raconte ta vie. César, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, s'il y a une espèce de fantasme en plus de faire parler les morts, et c'est une façon de le faire, quoi. Tout à fait. Exactement. Et une fois de plus, tu sais, il faut pas avoir vécu des. On parle rien de guerre, et en effet, mon grand-père, un peu la même chose que toi, qui a vécu une émigration massive, voilà, on a eu beaucoup d'histoires qui ne sont pas spécialement allez, transmises de génération en génération de la bonne manière, ou du moins avec des idées, des histoires et des faits complètement différents. Et en plus de ça, même aujourd'hui, on n'a pas spécialement besoin de vivre. On a la sensation de ne pas vivre des vies incroyables par rapport à nos grands-parents et ce genre de choses. Alors que c'est faux. On a connu beaucoup de choses, l'air de rien, sur notre simple génération aujourd'hui. Moi qui suis né en 87, je peux déjà observer quand même pas mal de choses à raconter sur ce que enfin, j'étais témoin quand même de beaucoup de choses, et pas toujours des choses négatives aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez marquant. Euh, Quand on parle d'histoire, on va souvent relater à des moments très négatifs. Et on oublie souvent bah, le positif. Et souvent, vous savez ce qui a fait de nous une personne? J'aime beaucoup la phrase, par exemple, nous sommes la somme des 40 personnes que nous fréquentons le plus. Je sais plus si c'est 40, 10, 20, 30, enfin, on s'en fout un peu, mais en fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est de se dire, bah, on s'est créé une personnalité, on s'est créé une vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80. On a vraiment un parcours qui est unique, qui est propre à soi, qui mérite, peu importe son histoire, peu importe ce qu'on traversait, peu importe ce qu'on a fait, sauver des vies ou pas, qui mérite d'être raconté. Et surtout pour moi, au suivant. Tout simplement parce que comprendre aujourd'hui, tiens, j'ai un attrait, on reprend l'exemple de la pâtisserie, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, j'ai un attrait, d'où ça m'est venu, d'où ça vient, pourquoi, depuis quand, comment c'est venu dans notre famille, avoir ces réponses
qui sont parfois bêtes, peuvent amener énormément de sens dans ce qu'on fait au quotidien parce qu'on les comprend et parce qu'on sait d'où on vient. Et en fait, c'est aussi ça, il y a le côté très négatif de l'histoire, des événements marquants qui ont pu passer, mais il y a aussi le côté très positif de comment aujourd'hui je suis devenu qui je suis et pourquoi ma descendance ressent certaines émotions au contact de la mer, par exemple, au contact parce que dans mes 15 générations précédentes, pas tout le monde était pêcheur chez moi. Et c'est une des questions, c'est bête, hein, mais je me sens toujours très à l'aise sur l'eau. Alors on me dira, ah, il n'y a peut-être aucun lien là-dedans, mais en tout cas, je sais que sur plus de 300 ans derrière moi, les gens ont été sur les bateaux et ont pêché. Alors est-ce que c'est un lien par rapport au fait que j'aime l'eau aujourd'hui, que j'aime bien nager, je ne le sais pas. Mais moi, en tout cas, en tant qu'Anthony, ça me permet de me comprendre un peu mieux. Mm, Et mm. je pense Oui, que puis avec- en plus, pour moi, c'est un double cadeau parce que c'est aussi offrir une encre sur le matériel d'aujourd'hui. Parce que un témoignage comme celui-ci, peu importe ton âge, tu connais plus ou moins tes goûts. Tu vois, là, tu parles de l'eau, tu parles de la mer, etc. De savoir que ben, ton arrière-grand-père ou ton grand-père, il était pêcheur, etc., etc., ben, en fait, ça fait encore plus de sens d'aller faire un tour en bateau de temps en temps, d'aller se baigner dans la mer, etc. Et donc, c'est aussi potentiellement des choses que tu vas pouvoir faire quand ça va pas pour te faire du bien. Exactement. Et ça, c'est génial parce que le deuil, c'est toujours la grande période de oui, non, mais en fait, on est toujours dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux, pour se soulager, machin, etc. Mais il y a des fois, il y a des choses juste aussi simples que de se reconnecter en fait avec son histoire, avec la personne qu'on a perdue, par des actions très simples qu'on va faire d'abord pour soi de ben, transformer le rideau de mamie en un sac parce qu'on va pouvoir le garder près de soi et que ça va nous faire du bien parce qu'on va être connecté à la maison, à cette matière, à la couleur, etc. Et donc du coup à la personne. Mais aussi par des actions de ben, on va se promener, se promener dans la forêt de la famille. Voilà, avec le chien, etc., etc. On va à la mer, on va à tel endroit, etc. Les lieux de vacances aussi, qui sont très, très, très importants dans une vie, qu'on sous-estime beaucoup, mais qui sont là, qui sont présents, qui évoquent beaucoup de souvenirs heureux et qui font en fait ces encres, en fait, tu vois, ça m'a surprise quand tu as dit ce mot encre, parce que c'est vraiment pour moi cette notion, et c'est même celle que je partage en fait depuis le début de Cœur de Tissu, c'est vraiment la notion d'encre émotionnelle, d'objet transitionnel bien sûr, mais d'encre émotionnelle, de se dire, ok, je sais que ça existe. Je sais que j'ai cet outil-là, ce moyen-là d'aller bien, de me faire du bien, même qu'un tout petit peu. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. Exactement. Exactement. Ah, c'est quand même un sujet qui est passionnant en soi, et je comprends souvent que ça soit mis un peu de côté, euh, dans le côté très mystique, nébuleux, enfin, c'est tellement... euh, il n'y a rien de plus immatériel et d'inconcret au final que la mort, hein. On en sait tellement et en si peu à la fois, enfin, c'est toujours très... et c'est vrai qu'on pourrait amener à des heures et des heures de podcast, et je comprends le lieu aujourd'hui quand tu parles d'encre émotionnelle. Euh, je sais que tu t'es beaucoup informé, un petit peu, on voit vraiment que tu as dû traverser des moments très difficiles dans ta vie et que tu as tu as été en quête de sens, en recherche de beaucoup de réponses, hein. Tu t'es posé beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et ce qui est bien, c'est que le fait aujourd'hui que tu travers de Cœur de Tissu et au travers de ce que tu réalises comme podcast, bah, tu fais du bien. Tu parles d'un sujet tabou pour les gens qui, lorsqu'on est confronté à ça, quand ça nous tombe dessus, qu'on est confronté à la mort, euh, bah, ça permet quand même de mettre des mots sur des ressentis, et tu permets en fait de rendre quelque chose de tellement complexe, un peu plus simple, de pouvoir en parler librement. En tout cas, pour ça, bravo. Je crois que c'est quand même quelque chose de bien que tu fais là, vraiment. Merci beaucoup, mais je pense que ce travail-là, on le partage. On le partage complètement. On a cette mission-là, finalement, de remettre la mort au cœur de la vie pour pouvoir remettre la vie au cœur de la mort. Ouais, c'est vrai, On le partage complètement, cette mission-là. c'est vrai. Tu sais, c'est un peu horrible, on s'est jamais senti aussi vivant après qu'un enterrement, hein. Ouais. C'est souvent le cas. C'est là où on se rend compte de la chance qu'on a encore là tous les jours. C'est pour ça que c'est important de penser vraiment à ce moment présent. Pas toujours matos, pas toujours. Oui, je comprends que ça fait partie du quotidien et qu'on est vachement conditionné à ça. On ne pourra pas changer.
Mais c'est tellement important de se concentrer sur ce qu'on a là aujourd'hui, la chance d'être là aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une des meilleures manières aussi euh, de, de faire un peu briller nos défunts? C'est d'être content d'être là, d'être heureux, de savourer un peu la chance que nous avons d'être toujours aussi en bonne santé, hein. Parce que aussi c'est un respect, moi qui côtoie des gens qui ne le sont pas, de se dire, ah bah putain, j'ai quand même de la chance C'est d'être ça. là. Et de le savourer, Oui, la simplicité de la vie qui est, on est en bonne santé, on peut faire l'un en face de l'autre. c'est ça. Quelque chose de simple. Et c'est vrai que c'est bête, ça reste du numérique ce que je propose, ça reste toujours de la vidéo. Je sais qu'on en a tellement aujourd'hui, j'en ai vraiment conscience, mais ça reste un message simple. Avec la simplicité de C'est dire ça. exactement aujourd'hui, si tu aurais tracé une ligne du temps de ta vie aujourd'hui, Zoé, et que tu devais noter 15 événements marquants, 15. ah ouais, et juste prendre le temps de ça. Ouais. Il y avait Ça, c'est un 15 bon événements marquants, exercice. et essayer de le faire d'une manière positive et négative. Donc, on a toujours 15 événements tristes, mais aussi alors 15 événements très positifs. Vous Mm. verrez, étrange, ça peut déjà prendre du temps de le noter. Mais c'est un exercice aussi pour se dire, waouh, quelle chance. Ma vie a quand même déjà, il s'est déjà passé pas mal de choses. Et on le fait peu, hein. On le fait très très peu, ce type d'exercice. C'est C'est un ça. peu. C'est ça complètement. Et puis c'est même ce que j'invite souvent à faire, c'est faire le point, faire le bilan. Où est-ce que tu en es à ce moment-là? Maintenant, là, tu t'arrêtes, stop, tu respires un grand coup. Tu dis, OK, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans mon deuil? Est-ce que j'y pense encore? Est-ce que ça me fait encore mal? Est-ce que, au contraire, penser à la douleur quand t'as pas mal, ben, ça te fait prendre conscience de ça fait pas mal, ça va. Donc c'est prendre du recul, c'est prendre du recul, c'est aussi regarder un peu en arrière, voir tout le chemin qu'on a parcouru et se dire waouh, en fait, je m'en sors pas si mal, quoi. En fait, ça va. En fait, ça pourrait être pire. En fait, enfin, voilà. C'est des beaux cadeaux, ces exercices-là. Il faut vraiment pas s'en priver. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony, de les partager et de les proposer aux auditeurs. Merci et infiniment d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça, parce que vraiment, je suis très, très contente de ce qu'on a échangé. Et je suis évidemment convaincue par ce qu'on fait. Je suis évidemment convaincue par ce que l'on fait, mais il Heureusement. faut vous convaincre maintenant, les auditeurs. Exactement. Exactement. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Et puis, je vais te dire un truc qui, des fois, tu sais, je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas vraiment pousser. Je crois qu'ils doivent le ressentir. Il y a un moment où c'est ça qui est un peu aussi complexe dans ce qu'on propose, c'est que on peut faire une pub. C'est pas du tout le principe. C'est tellement tellement intime, le principe de mort et de proche. Donc non, c'est vrai que Hein, ce serait malaisant de voir nos têtes sur le métro parisien et dire Hey, et- c'est pas un souvenir de ton défunt? Ce serait bizarre, ce serait très bizarre. Mais non, non, c'est vrai qu'on a on a beaucoup d'éducation, je pense, à faire et notre message, il a beau être simple, il est quand même difficile. Il est difficile, bien sûr, parce qu'il évoque beaucoup d'émotions et principalement en priorité la peur, mais on est de plus en plus quand même à en parler, à évoquer le sujet et à dire non, mais en fait, on a le droit, ça fait partie de la vie et il faut qu'on en parle. Non, non, c'est important, c'est important. Donc, s'il vous plaît, les auditeurs, partagez cet épisode. Voilà. Rejoignez Loving Memory sur Instagram principalement. Vous pouvez aussi aller découvrir le site internet. Je vous mets évidemment toutes les informations et les liens dans la description, comme d'habitude. Et puis ben, quoi vous dire? Prenez soin de vous, simplement. Mais j'anticipe un petit peu trop. Parce qu'il y a une dernière question, comme vous le savez, les auditeurs, que je dois poser à mon invité. Si tu devais laisser un petit message par ici, un dernier mot que tu aurais envie de dire, ce serait quoi? un dernier message aux auditeurs, à tous nos auditeurs. Oui, oui, oui. Ah, si tu as envie de te faire un extrait de ta vidéo Loving Memory, tu peux, tu as le droit, j'accepte. C'est pour ça qu'on le montre très peu d'ailleurs, hein, c'est tellement personnel. Non, en effet, faites du bien autour de vous. Voilà. Vous verrez une bonne action par jour, je pense que ça amène, ça fera le résultat de 1700 antidépresseurs et toutes les vitamines. Une seule bonne action par jour. Prenez le temps de faire quelque chose de bien pour une personne. Et vous verrez, les choses iraient déjà très très bien. Mm, Moi, si je peux donner un petit conseil à tout le monde, c'est ça. trop bien. Et partager cet épisode, c'est une bonne action. Encore mieux, c'est une bonne action. Ouais. De clics en plus, c'est vrai que. Voilà. Franchement, parce qu'en plus, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait des personnes qui aient envie ou besoin surtout d'entendre ce qu'on vient de dire. Alors que ce soit cet épisode-là, mais aussi tous les autres. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Anthony. Vraiment, je suis ravie de cet épisode. Encore une fois, vous pouvez retrouver Anthony et Loving Memory sur Instagram et sur le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver, Anthony, pour Oh, l'instant? classique, Facebook aussi, mais principalement, n'hésitez pas. Ok, ça marche. Et Magnifique. puis, ben, évidemment, hein, encore une fois, partagez, parlez aussi du podcast, parlez de la mort. Inscrivez-vous aux apéros de la mort ou au café mortel parce que c'est vraiment des expériences qui sont très chouettes et qui peuvent vous permettre de trouver encore une fois de la ressource, pas seulement sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Et ça, c'est inestimable aussi, évidemment, que vous soyez d'ailleurs belge ou français, peu importe. Tout à fait. Et puis, en attendant le prochain épisode, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci Zoé. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.